Bonjour Max. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de venir pour cette interview. Et merci à toi. Ça fait extrêmement plaisir. Donc de ton vrai nom Maxime Deschelles, C'est ça. donc tu as 28 ans d'après Wikipédia, c'est bien ça. Wikipédia a raison. Souvent. Tu es comédien, humoriste, vulgarisateur, vidéaste et ornithologue passionné. Voilà, on peut mettre ces étiquettes-là. Ouais. Et tant d'autres encore, donc tu as aussi écrit, sorti un livre, Oui, voilà, c'est ça. un Après, jeu de c'est société. un livre de créateurs de contenu vidéo qui a fait aussi un livre, mais C'est des produits dérivés, c'est ça. je ne fais pas de la littérature, je me considère pas encore comme un auteur. Enfin, Oui. techniquement, si, je suis auteur de spectacle, quoi. Ouais. Ah oui, oui, au moins sur le spectacle, qui est, c'est plutôt le film conducteur, le fil conducteur de tout ce qui se fait. Oui, le spectacle, c'est un peu c'est la première chose, on va dire, que j'ai construite, et les autres se sont construites un petit peu autour, quoi. Mhm. D'accord, et c'est ton premier spectacle en plus, l'encyclo-spectacle. Ouais, on peut dire que c'est une deuxième mouture d'un premier spectacle. C'est-à-dire qu'il y a des sketchs qui sont là depuis très longtemps, mais il a tellement évolué depuis que. Faut savoir que dans le milieu du one man, on a souvent en tête les Florence Foresti, les Gad Elmaleh qui font à chaque fois qu'ils font un nouveau spectacle, c'est un nouveau spectacle, quoi. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec celui d'il y a 3 ans. Alors que les plus petits humoristes jouent beaucoup plus longtemps certains sketchs et en changent d'autres, et on va dire le spectacle évolue, donc c'est un peu moins tranché, et il y a moins nouveau. Parce que forcément, quand Gad Elmaleh ou Florence Foresti ils font un spectacle, ils sortent un DVD, et après tout le monde l'a vu, donc ils peuvent pas refaire les mêmes sketchs. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais toi, par contre, t'as certains sketchs qui sortent et qui sont sur internet. Oui, quand oui, même voilà, disponibles. il y a toujours, on va dire, ouais, des singles, on va dire. Des singles, mais tout l'album n'est pas sur internet. Non, c'est vrai. L'album dont une grande chanson. Ça. Donc, on va commencer par la première partie. Donc, pourquoi fais-tu ce métier, simplement? Ah. Qu'est-ce qui te passionne tant? Pourquoi en tant que être comédien. En fait, être comédien, pour le coup, c'est un rêve extrêmement répandu. Je crois que c'est un des métiers qui fait fantasmer le plus de gens. Moi, je pense pas avoir déjà avoir réellement rêvé concrètement, raisonnablement de devenir comédien, mais je rêvais d'être comédien comme tout le monde, entre guillemets. Parce que voilà, ça fait rêver tout ce qu'il y a autour de ça. Pas forcément pas forcément les à côté en mode Cannes, les cérémonies de représentations, mais juste le fait qu'on puisse être touché par quelqu'un et qu'une personne puisse toucher autant de monde, quoi. On sait le plaisir qu'on a à communiquer déjà quand on est peu, et savoir qu'on peut communiquer quelque chose à un nombre fou de gens. Je pense que c'est ça qui donne le vertige à tout le monde et qui donne envie d'aller vers ce métier, quoi. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est l'idée qu'on puisse communiquer à un nombre incalculable de gens. Je pense que c'est la raison première qui m'intéresse. Et après, quelque chose de beaucoup plus instinctif, on va dire, quand on aime faire le pitre dans son groupe de potes ou dans sa famille, on prend un certain plaisir à faire ça, et donc c'est un métier qui permet d'avoir ce plaisir-là aussi, quoi. Mhm. Est-ce que tu te rappelles de ton moment le plus fort sur scène de ta petite carrière? C'est marrant parce que souvent quand on me pose cette question, pas exactement celle-là, mais ce genre de question, je bug parce que je me dis il doit y avoir un truc, mais largement au-dessus des autres. Et pourtant, j'arrive pas vraiment à en trouver un au-dessus. Il y a eu des moments particulièrement stressants. Je sais qu'avant de faire la première partie de Gad Elmaleh ou avant de monter sur scène à Montreux, ça avait été ou alors avant de faire l'émission de Ruquier aussi ou des trucs comme ça a été des paniques totales, quoi. Donc c'est des moments qui m'ont beaucoup marqué là-dedans. Mais sinon, je pense que le moment le plus fort que j'ai vécu sur scène, ça devait être à Avignon, au Festival d'Avignon, parce que moi j'arrivais, j'étais absolument pas connu, j'avais envie de tout déchirer. J'avais fait une année déjà que c'était très 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 mal passé à Avignon. Et là je revenais, on avait fait donc nouvelle affiche, nouveau titre de spectacle. J'avais changé le spectacle pour qu'il ait un pitch, en fait, parce qu'avant j'avais des sketchs un peu plus lambda, j'avais des sketchs sur la vie quotidienne, les ouvertures faciles qui s'ouvrent mal, le métro, les gens dans le métro, donc on va dire des thèmes classiques. Et c'était des sketchs efficaces, mais voilà, ça faisait mon spectacle, c'était comme tous les spectacles, c'était un comédien étonnant qui vous emmène dans son univers, une galerie de personnages. En fait, il n'y avait rien qui ressortait, il n'y avait rien de plus original que ça. Donc j'ai viré plein de sketchs, et j'ai mis que des sketchs qui parlent de science ou d'histoire, et en fait de thèmes sur lesquels moi je peux parler pendant des heures, parce que ça me passionne. En me disant, voilà, c'est pas des sketchs très fédérateurs, mais au moins ça me ressemblera, et dans mon domaine,
Je pourrais dire ce que je fais, c'est très bien. Et il faut savoir qu'à Avignon, tu as un programme avec 1400 spectacles dedans. Et tous les jours, ces spectacles sont joués à des créneaux différents, dans des théâtres différents. Et il n'y a aucun moyen d'attirer les spectateurs autrement qu'avec de l'originalité. C'est presque la leçon que j'en ai tirée. C'est qu'en fait, quand j'ai balancé une affiche avec marqué l'encyclo-spectacle, avec un pitch qui explique qu'on ne va pas parler des iPhones, de la politique ou des chats, et qu'on va parler de sélection naturelle sur le papier, ça donne pas forcément envie à un grand nombre, mais les gens qui sont intéressés par ces sujets-là peuvent venir. Et le spectacle, dès la première, a été plein, et on a fait plein tout le festival. Et alors que j'étais pas connu, donc c'était pas YouTube, c'était rien du tout. A priori, c'est le pitch qui s'est démarqué dans le truc. Enfin, c'est la seule chose que. Et puis après, les premières se sont bien passées, donc il y a eu un bouche-à-oreille, etc. Et à ce moment-là, on est en 2015. Je suis sur un nuage total, quoi, parce que je joue tous les jours, et tous les jours c'est un carton, et je me dis ok, ça va marcher en fait. Peut-être que ce que je fais, ça va marcher. Donc c'est pas un souvenir particulier, c'est un mois, mais un des meilleurs mois de juillet de ma vie. Qu'est-ce que tu fais pendant les 5 minutes avant de monter sur scène? J'ai pas de rituel. Je sais qu'il y a des gens qui sont très superstitieux. Moi, j'ai une cravate verte sur scène. Alors, niveau superstition, je suis très léger. Non, j'ai pas vraiment de rituel. Ça dépend des fois. En général, j'envoie des SMS à mon technicien parce que pour qu'il me dise c'est bon, on va y aller ou ce genre de truc. Donc à ce moment-là, s'il y a un truc bizarre qui se passe ou qui s'est passé dans la journée, il peut y avoir. Voilà, mais sinon, il y a pas de. Non, j'ai pas de rituel particulier. Pas de stress, Si, d'appréhension qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui. Pas trop, quelque non. chose qui foire. En fait, surtout les derniers spectacles que j'ai faits, à chaque fois la salle est pleine et puis les gens sont chauds, donc en fait il y a un côté inoffensif. Au contraire, j'ai hâte d'y aller, j'ai hâte que ça commence. Je dis allez, vas-y, on ouvre les trucs et on parle aux gens, quoi. Avant, c'était pas tant le cas que ça. Avant, j'étais très angoissé. Déjà, je me heurtais à un public qui me connaissait pas, alors que là, le public me connaît, donc c'est quand même sensiblement différent. Et avant, ouais, j'avais toujours un peu la trouille et que ça se passe mal, et ça se ressentait, je pense, dans la manière de jouer aussi. J'étais beaucoup moins détendu, et du coup, ça marchait un peu moins bien aussi. C'est ça qui est tragique, hein, c'est que quand tu dois aller convaincre les gens, aller les chercher, ça se voit parfois sur ton visage, dans tes intonations. Et étonnamment, ce sont pourtant ces dates-là les plus importantes, parce que quand tu apprends à attraper un public qui n'est pas acquis, après, tu peux jouer devant un public acquis et aller encore plus loin. Alors que quand tu es déjà connu et que tu arrives sur scène et que c'est déjà blindé et que tu n'as pas fait les petites salles où tu as eu des bides et tout ça, et là c'est très difficile parce que tout le monde rigole, mais pas forcément parce que c'est bien. Parce que les gens sont déjà acquis. Et donc c'est très difficile de travailler à ce moment-là. Donc je suis très content de me les être pris, ces gamelles, et d'avoir eu ce stress-là pour que je prenne mon pied autant aujourd'hui, quoi. Ouais, quand les gens rigolent alors que c'est même pas forcément drôle, ça arrive quand même rarement. T'as pas peur de te relâcher Si, complètement. Ouais. C'est complètement ça. Et que tu n'aies plus de pression, justement. Le track, c'est très important. Il faut toujours que le track reste là. Moi, j'ai vraiment remarqué ça. J'ai eu une date, c'était un des derniers cafés-théâtres que je faisais avant que la tournée fasse des grosses salles. Et donc, il y avait une date, et donc il y avait 100 personnes, alors que je savais que les semaines d'après, je faisais des plus grosses salles. Et c'est vrai que cette date-là, j'avais personne que je connaissais, il n'y avait pas beaucoup de monde, et j'ai vraiment ressenti aucun trac, rien du tout. Et je suis monté sur scène, et j'étais pas précis, j'avais une mauvaise diction, et ça s'est pas très bien passé, c'était vraiment une date très, très faible. Et je me suis dit, mince, donc c'est vraiment hyper important d'avoir le track, quoi. Parce que c'est un manque de respect, en fait. Là, c'est un manque de respect, parce qu'il y a un côté, vous êtes que 100, il n'y a personne dans la salle que je connais, il n'y a pas un professionnel, il n'y a pas de ma famille, donc et j'ai même pas, je me dis si jamais c'est inconscient, évidemment, c'est inconscient, mais c'est un manque de respect absolu. Les gens disent ok, d'accord, donc pour nous il fait pas l'effort, quoi. Donc il faut toujours avoir le track. Nous on vaut moins que d'autres personnes. Ouais. Enfin, quand je dis il faut toujours avoir le track, a priori ça se décide pas, mais quand on l'a plus, il faut se challenger, j'imagine. J'ai pas encore une assez longue carrière pour pouvoir le dire, mais oui, dans l'idée, il vaut mieux avoir le track. Ça fait combien d'années que tu fais? Moi, j'ai commencé du coup, ce spectacle-là est né en 2015, donc, comme je disais, mais je jouais déjà sur scène de nombreux sketchs qui étaient dedans depuis 2012. D'accord. Ouais. Moi, j'ai commencé en 2012. Mmh.
Et je vais te demander, à force de jouer le même spectacle plein de fois, qu'est-ce qui est différent pour toi à chaque nouvelle représentation? Alors moi je suis très... Avant j'étais très collé au texte parce que c'était mon bouclier quoi. C'est-à-dire que j'avais confiance dans le texte que j'avais écrit. Je me suis dit les gens s'ils l'écoutent et que je le sors comme il faut, ça devrait leur plaire. Et j'ai toujours eu peur de l'accident. C'est-à-dire que si jamais il se passe un truc ou que j'aime pas sortir de mon rail parce qu'il y a un rythme, il y a un truc, j'aime pas. C'est un peu comme une chanson quoi. Une chanson, tu la chantes, tu peux pas t'arrêter, dire trois conneries et repartir, ou alors il faut que ce soit un peu prévu. Enfin, et ben maintenant, j'ai plus peur de l'accident, j'ai un peu moins justement cette appréhension. Et c'est ça qui a changé, c'est que maintenant je redécouvre mon spectacle tous les soirs, parce que tous les soirs je me permets de faire des sorties de route. Et ce qui me permet même moi de recomprendre pourquoi j'ai écrit les choses d'une certaine manière. Alors il y a des petits bouts qui changent, et chaque soir je sais que ça va être un peu différent grâce à ça. Donc je ne me lasse pas de jouer ces sketchs parce que je les redécouvre encore. Même s'il y a des anciens sketchs que je joue plus qui eux, j'avais perdu le truc. C'était des trucs très techniques, j'avais un truc très chorégraphique avec des checks où je faisais plein de checks d'affilée. Et ça, les premières fois où je le faisais, ça marchait super bien. En fait, à force, je le connaissais tellement bien que je perdais en précision tellement je le connaissais bien et je pouvais plus avoir le recul pour le refaire bien en fait. Et donc je m'en suis débarrassé quoi. Mais ouais, je suis pas encore arrivé à ça avec les autres sketchs qui sont qui sont moins de la technique, qui sont plus de l'émotion de toute façon. Comment tu en es arrivé là? Donc, comment t'es passé d'un jeune gringalet qui prenait des oiseaux en photo à un jeune gringalet à la cravate verdoyante d'oisiveté qui imite avec justesse certains dinosaures sur scène? Et effectivement, c'est très bien résumé. Moi, à la base, comme je le disais plus tôt, je ne voulais pas devenir comédien. Ouais. Je voulais devenir scientifique. Je voulais devenir biologiste, ou paléontologiste, ou entomologiste, enfin un truc en logiste derrière. C'était ma passion depuis tout petit, c'est-à-dire que je lisais tous les bouquins qui parlaient de dinosaures, d'insectes, les animaux d'Amazonie, j'avais tous les bouquins sur les oiseaux, les machins, et j'apprenais tous les noms latins des animaux par cœur, c'était ma grosse passion. Et j'étais très certain en fait que ça allait être ma voie, parce que je disais à tout le monde, moi plus tard je vais aller en Amazonie, et ça va être mon métier, j'étudierai les animaux là-bas, j'avais des bonnes notes à l'école, j'en parlais à mes profs, j'en parlais à ma famille, tout le monde était au courant, ouais, c'était simple. Et en fait, j'ai pu aller, et je faisais du théâtre à côté, et j'aimais ça, mais voilà, c'était, pour moi, je voulais pas plus être un comédien que n'importe qui, parce que j'ai l'impression que tout le monde voulait devenir comédien. Puis ça me paraissait complètement absurde, le métier de comédien, je me suis dit, bon, on voit ça à la télé, ça fait rêver, mais en vrai, les places sont super chères, et il y a un facteur chance qui est indéniable, donc il faut se jeter là-dedans en se disant, il peut y avoir le facteur chance qui ne mord jamais, et tant pis. Je n'étais pas prêt à ça. Et donc mon délire c'était l'Amazonie. Et en fait j'ai pu aller faire mon lycée en Guyane française. C'est-à-dire que quand j'ai eu 15 ans, je suis parti là où je voulais aller depuis toujours. Alors je m'étais dit je vais y aller quand j'aurai 30 ans après mes longues études. Donc j'ai pu y aller très très vite. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai arrêté d'avoir des bonnes notes, j'ai arrêté de bien travailler en cours en me disant je vais devenir biologiste. J'étais tous les matins sur le terrain avec un appareil photo, puis avec un plus gros. Et voilà, pendant ces 4 années, donc là je fais très vite parce que c'est un truc que je raconte un peu sur scène et tout ça. Mais en gros j'ai été émerveillé chaque matin plus que le jour précédent parce que j'ai pu voir les animaux dont je rêvais, j'ai pu faire des expéditions avec des scientifiques, et comme j'avais une abnégation et un sacrifice total à ma passion, forcément en fait ça a marché, j'ai envie de dire. Je l'ai compris à ce moment-là, je me suis dit en fait quand tu sacrifies tout, ça marche. Et j'ai compris ça, et je me suis dit, mais la vie est facile en fait, c'est super cool. Et j'ai compris par la suite qu'en fait, c'est pas si facile que ça de sacrifier tout. Moi, je pouvais le faire parce que c'était une. Ouais, je faisais pas attention à comment je m'habillais, je faisais pas attention à être séduisant. J'étais juste. Mon seul intérêt, c'était je voulais me lever le matin, aller dans la forêt, et je me dis, peut-être que ce matin, je vais voir des trucs que j'ai jamais vus. Et j'ai pu vendre des photos, faire des publications scientifiques, faire des petites découvertes scientifiques, même d'ailleurs, des oiseaux qu'on avait encore jamais vus en Guyane, tout ça. Et en fait, j'ai pulvérisé le rêve. J'ai pulvérisé, quoi. Parce que c'était tellement intense et j'étais tellement libre pendant ces années-là. Et puis surtout, il y a eu le symbole, c'est que j'ai vu à la fin de ce séjour-là un oiseau rarissime que je m'étais. Vraiment le boss final, l'oiseau que je voulais par-dessus tout, je me donnais ma vie pour le chercher. Et donc il y a eu une sorte de. En fait, qu'est-ce que tu fais après? Parce que c'était tellement concret. Je me suis dit, ouais, je vois pas qu'est-ce qu'on fait après. Et donc, toute cette longue réponse, c'est pourquoi? C'est pour dire que c'est pour ça que j'ai fait comédien.
c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des rêves absurdes, qu'il y a des rêves qui semblent irréalisables, et qu'en fait, juste les pourchasser, t'as déjà gagné. Et ça, je pense qu'on a rarement l'occasion de le découvrir et de le comprendre jeune, parce que on a tous des rêves, mais avoir très concrètement un rêve dans les mains, jeune, finalement, c'est assez rare. Là, c'était un rêve très concret, c'est-à-dire que tu rêves de prendre en photo un oiseau, un jour, la photo, tu l'as. Et c'est très... c'est très déstabilisant, comme disait le philosophe Jean-Jacques Goldman. Il n'y a que les routes qui sont belles et peu importe où elles nous mènent, yo ho ho. Et c'est vrai que, en fait, on se rend compte que le moment, c'est lui qui dit ça, c'est pas moi, on se rend compte que le moment où tu tiens ton rêve dans tes mains, c'est concret. C'est à ce moment-là que tu réalises que ce moment-là est un peu nul. Enfin, il est moins ouf que ce que tu imaginais. Par contre, ce qui a été merveilleux, ça a été d'y aller. Ce qui veut dire que si jamais à la fin tu l'as pas, le parcours, il est beau quand même. Ouais. Et c'est ça en fait que je me suis dit. Et c'est pour ça que j'ai fait comédien. Parce que je me suis dit, ce rêve-là, il est magnifique, mais il me paraît irréalisable. Et là, je me suis dit, mais en fait, si tu passes toute ta vie à essayer de devenir comédien et que tu n'y arrives pas, tu auras déjà un chouette chemin, une chouette aventure de vie. Tu vois, et si tu sacrifies vraiment tout comme tu avais fait pour là, ça va peut-être pas arriver là où tu veux, mais ça va quand même être beau. Et donc moi, c'est ça le truc, maintenant, je m'estime être très chanceux d'avoir compris ce truc-là, qui est sûrement faux en plus, tu vois, mais moi c'est pas grave, je le crois, qu'il vaut mieux passer sa vie à pourchasser un rêve et jamais l'atteindre plutôt que jamais partir à l'aventure. Mais du coup, ça a l'air de payer. Oui, ça s'est bien passé aussi, parce que, après voilà, je peux pas encore faire de conclusion, mais pour le coup, quand on est vraiment dans une abnégation totale, il n'y a rien d'autre qui compte, il y a un objectif et le reste, tout est à ce service-là. En général, ça se passe bien. Je pense que quand ça se passe pas bien, c'est qu'il y a des parasites, quoi. Il y a d'autres choses que tu veux et peut-être que tu les veux plus. Mais ça je sais pas. Je peux pas être dans la tête de tout le monde et tout. Puis il y a le facteur chance aussi. Hein. Le facteur chance, évidemment qu'il y a le facteur chance. Et donc, qu'est-ce que tu as fait quand tu es revenu du coup ? Quand je suis revenu d'Amazonie, ouais. Au début, c'était tellement le plan. J'allais faire des études de bio et j'allais faire ça. Je me suis quand même inscrit en fac de bio. Et je disais à tout le monde, oui, je vais faire ça. Enfin, c'était logique. Et puis en plus, avec ce que j'avais vécu en Guyane, pour tout le monde, c'était c'est bon. Le mec, il est déjà copain avec les scientifiques, il a déjà fait des publications, il y a des photos, c'est sa passion, c'est safe. Donc dans la tête de tout le monde, c'était d'autant plus sûr. Mais moi, au fond, je n'osais pas trop. Ça n'a pas été direct. Je me suis pas dit, clac, j'ai pris en photo la harpie, après je fais je fais autre chose. Non, pendant un long moment, je me suis dit, on va continuer. Et je suis arrivé en fac et je ressortais d'années où j'avais très peu bossé. J'avais eu mon bac un peu à l'arrache. Et voilà, je me suis dit, j'apprends. Je suis là en fac de bio et la seule matière qui m'intéresse, c'est la bio animale. Et le prof dit, un truc sur deux, c'est une connerie, quoi. Alors, ça veut pas dire que tous les profs de bio sont mauvais ou même que celui-là était mauvais, c'est juste que c'est pas forcément, on n'est pas à un niveau de passion de dingue. Et puis le mec, il te dit au début dans l'amphi, il fait alors attention, dans 6 mois, il y a la moitié qui a dégagé, 1 an après, il y a encore la moitié, et à la fin, il y en a peut-être 1 ou 2 dans cet amphi qui fera une publication scientifique. Moi, j'en ai fait 3, donc est-ce que. Donc, je savais pas en fait. Je me suis dit, bon, écoute, je vais pas me mentir, je vais pas faire 10 ans d'études pour retourner à un endroit où j'ai déjà été, et surtout avec moins de liberté. Moi, j'étais un ado qui avait rien à faire, je me levais tous les matins, j'avais aucun problème, aucune contrainte, j'avais pas des problèmes d'adultes, une maison, des gosses, tout ça. Et alors que tous les vrais scientifiques, les vrais photographes qui eux travaillaient, ils avaient moins de temps libre que moi, parce que eux, ils ont des problèmes d'adultes. Ce qui fait que les découvertes, c'est moi qui les faisais, pas parce que j'étais plus talentueux ou que j'avais un meilleur appareil photo, quoi que ce soit. C'est parce que j'étais tout le temps sur le terrain, tout le temps, quoi. Forcément, ça fait la différence, en fait. Je me suis dit, revenir là-bas avec d'autres trucs à gérer, je vais juste comparer. Je vais dire, c'était mieux avant. Le jour où je dirais c'était mieux avant, il faudra me tirer une balle dans la tête. Voilà, c'est le secret de revenir à quelque chose qui nous a rendu heureux quand on était jeune. Essayer de réunir toutes les conditions qui font qu'on était heureux quand on est jeune, ça me paraît un mirage. Ça me paraît une erreur. Il y a énormément de gens qui font ça et il faut bien comprendre que quand on est jeune, on est heureux parce qu'on est jeune. Voilà, c'est une des conditions qui est très difficile à retrouver. On est insouciant et on idéalise le passé, le cerveau est foutu comme ça. Donc il ne faut pas essayer de reconstituer les conditions, dire je vais retourner dans telle ville avec telle personne et machin et ça va être bien.
Non, faites autre chose. Faites tout ce que vous pouvez, mais quelque chose que vous ne pourrez pas comparer. Ça me paraît être le secret. Parce que si tu peux comparer, en général, là, tu dis c'était mieux avant. Voilà. Je sais j'en étais, mais je disais en tout cas, le prof, voilà, Oui, prof qui dit qu'il ne pourrait pas faire, qu'il n'y en a que 2 qui pourront faire des publications scientifiques. Ouais, donc, c'est juste, c'est une boutade, parce qu'en vrai, j'ai pas fait des publications scientifiques, j'ai co-écrit des articles, parce que c'est moi qui avais pris les photos des oiseaux qui avaient été ajoutés à la liste des oiseaux guyanais. Donc, illustré. Je suis ornithologue vite fait, on va dire. C'est pas ça qu'il voulait dire, le prof, il voulait dire des publications scientifiques en mode le mec vraiment apporte quelque chose de sensiblement important à la science. Mais voilà, je me suis dit, en fait, voilà, faire 10 ans d'études pour refaire ça, j'en ai pas envie. Le chemin va pas être beau, en fait. Le chemin va pas être excitant. Et le talent, c'est l'envie. Hein. Pour moi, c'est exactement la même chose. Le talent, c'est un mot qu'on a inventé, mais pour moi, c'est proportionnellement égal à l'envie. Quelqu'un qui a très, 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 très envie de faire quelque chose, il va mieux le réussir que quelqu'un d'autre. Ça me paraît vérifiable dans à peu près tous les cas. En fait, je me suis dit, voilà, je vais prendre un autre rêve aussi absurde et aussi démesuré que l'Amazonie, et je vais mettre les mêmes efforts et la même abnégation dedans, et on verra bien. Et au pire, si ça marche pas, je pourrais pas me plaindre, j'ai quand même réalisé mon premier rêve, on va dire. Donc je suis parti un peu avec cette optique-là. Alors après, moi je connais personne qui fait du théâtre, mes parents sont militaires, donc j'ai toujours vécu dans des petites villes. T'as fini quand même la fac ? Ah non, je fais un semestre, j'ai même pas fait, j'aurais fait. Non, très vite je me suis rendu compte que peut-être qu'en fait tout ce que je raconte c'est juste du bullshit, et qu'en vrai c'est juste que le système scolaire, voilà, moi j'avais des facilités quand j'étais primaire, collège, tout ça, j'avais très facilement des bonnes notes. C'est un peu le problème de ce système, c'est que si tu es en tête de classe, facilement, tu n'as jamais vraiment beaucoup travaillé. Et c'est terrible, parce qu'en fait, la véritable intelligence, c'est ça, hein, c'est de savoir quand même orienter son truc. Alors que moi, j'étais pas plus intelligent que les autres, j'avais une meilleure mémoire. J'avais une meilleure mémoire que les autres. Du coup, je déchirais tout le temps, mais c'est juste que j'avais une meilleure mémoire. Donc, j'ai jamais appris à travailler. Le jour où il a fallu vraiment travailler, genre en avance, pas apprendre son cours la veille pour le lendemain, à ce moment-là, c'était fini. Donc peut-être que c'est en fait tout ce que je raconte, c'est pour faire joli, c'est pour romancer, mais qu'en vrai, le mur de taf de la fac, j'ai fait non. Je me suis dit, je vais faire comédien parce qu'il y a moins de trucs à apprendre. Si ça se trouve, c'est ça, et je me mens à moi-même, tu sais. Non, voilà, on va dire que je me suis dit, il faut, voilà, je vais faire un truc qui est plus excitant. Puis il y avait ça aussi, avoir vécu ces trucs très 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 excitants en Amazonie. Je me suis dit, bon, maintenant j'ai besoin de ma dose, quoi. Et le fait de monter à Paris. Ce truc-là, en fait, de se dire, j'arrive, je connais personne, je connais rien, j'arrive à Paris, on va essayer de voir par quoi on commence, quoi. Nouveau départ, quoi. Et c'est ça, c'est méga excitant, c'est des années magnifiques. Et les années où tu arrives à Paris, tu t'incorpores, tu t'inscris dans des écoles de théâtre, tu rencontres d'autres comédiens, tu rencontres des... Donc qu'est-ce que tu as fait quand tu as quitté la fac ? Déjà, j'en ai discuté un petit peu, c'est mon frère qui m'a dit, comédien, c'est cours Florent. Voilà. Il me dit, il y a une sorte de... C'est un peu binaire. Et avec le recul, je pense qu'il avait raison. Parce que c'est la plus grosse école. Et comme c'est la plus grosse école, c'est là aussi tu vas rencontrer le plus de gens. Tu vas acheter le plus gros réseau. Et quand tu connais absolument personne, c'est un bon point de départ. Et j'y suis allé dans cette optique-là. Je me suis dit, je vais pas prendre une formation théâtrale. Hein. Moi, j'ai plein d'idées. J'ai pas forcément envie de faire du Molière, ni forcément de faire du cinéma. Mais je veux rencontrer des gens dans ce métier. Donc je suis vraiment arrivé avec cette optique-là, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent au cours Florent et qui cherchent une formation théâtrale et qui se disent, je vais ressortir, je vais être un crack. Voilà, l'essentiel, ça vient de toi, hein, quand même. Je pense. Enfin, moi, je me souviens, dès le premier cours au cours Florent, c'était assez évident, quoi. Et je me souviens de ce qu'avait dit le prof. Il avait dit... il s'était assis comme ça, donc déjà personne ne se parlait dans la salle, tout le monde attend, tout le monde est hyper stressé, c'est le premier cours, personne n'ose se parler, enfin, vous devez connaître un peu cette ambiance aussi, quand tu arrives la première fois dans une classe et tout. Et en plus il est un peu en retard, le prof il arrive, il s'assoit, donc déjà charisme, tu sais, il dit pas bonjour, rien, bla. Il y a un petit silence, fait, je veux 2 personnes sur scène. Il y a eu un petit silence, et je suis allé sur scène avec un autre gars. Il a dit, alors voilà, il y a 2 personnes dans cette pièce qui vont devenir comédiens. Et ben tu sais quoi ? Il avait raison.
C'est les seuls deux Ouais. qu'on... Alors, je me souviens pas de toutes les personnes qu'il y avait ici, et je sais pas tout ce qu'elles ont fait par la suite, mais il s'est pas trompé. Et je trouve que je trouve que c'est dingue. Ouais, c'est les deux seuls qui décident d'y aller. Alors, en fait, c'était un électrochoc pour les autres aussi, et c'est vrai que pour les autres, toutes les autres fois où il a fallu que quelqu'un aille sur scène, parce qu'au fond tout le monde avait envie d'y aller, c'est juste qu'on était plus rapide, c'est une manière. Mais il se trouve que le hasard a fait que ça a joué. En fait, il a mesuré l'envie à ce moment-là, et donc il a mesuré le talent d'une certaine manière. Tu vois. Et moi, je trouve ça dingue. Et ça fait partie des énormes choses qui sont bonnes à prendre dans une école de théâtre comme le Cours Florent. Parce que ça te met dans un petit écosystème qui ressemble au monde du spectacle, au monde du cinéma, machin, mais en petit, avec ses défauts, avec ses trahisons, avec ses amitiés et tout ça. Et tu vis ce truc-là dans un petit microcosme. Et en fonction de comment tu t'en es sorti là-dedans, si t'as tout chié, bah, tant mieux. Parce que comme ça, dans le grand bain, tu sauras les erreurs à pas refaire. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup. On peut tomber sur des profs merveilleux, on peut tomber sur des profs nettement moins convaincants, mais l'important c'est de se heurter, on va dire, à ça, quoi. C'est d'être dans l'écosystème, on va dire, de ce petit monde-là. Et pour ça, faire une école, c'est ce qu'il y a de mieux. Et qu'est-ce que tu apprenais en cours, justement? Alors, il y avait le cours principal, c'était un cours d'interprétation, donc ça pouvait être très varié, mais en général, on apprenait des scènes qui venaient de pièces de théâtre. Et donc on devait les bosser et les présenter devant la prof et on devait les fignoler jusqu'à la fin du semestre où en général on les présentait devant un jury. Mais après il y avait plein d'autres trucs différents et moi ce que j'ai toujours préféré au Cours Florent, surtout j'avais une prof, Julie Lavergne, qui était très fan de ça s'appelait les cartes blanches, où là elle disait mardi prochain c'est carte blanche, donc vous venez et vous faites absolument ce que vous voulez. Si vous voulez faire une chanson à la guitare, faites ce que vous voulez. Et c'est très clairement à ces moments-là qu'il y avait le plus de talent, le plus de créativité, parce que tout le monde faisait exactement ce qu'il avait envie de faire. Et encore une fois, envie égale talent. Et tout le monde montrait là où ils étaient les meilleurs, les plus à l'aise. Et on a vu des trucs incroyables. Moi, parmi les trucs qui m'ont touché le plus dans ma vie, il y en a plein qui viennent pas de salles de théâtre, mais de salles du Cours Florent où j'ai vu des gens qui ont présenté des cartes blanches. Après, si on faisait que ça tout le temps, peut-être que ce serait pas bien, je sais pas, peut-être parce que c'était ponctuel. Et moi, j'ai profité de ces cartes blanches-là pour écrire des sketchs, parce que je me suis dit, ça y est, bon là, il va y avoir un public, il va y avoir des gens. En plus, ça va être des gens plutôt bienveillants parce que c'est ta classe. Et j'ai commencé à écrire des sketchs comme ça, et à chaque carte blanche, j'arrivais avec 2-3 sketchs. Et ma prof, du coup, a décidé de mettre en scène un spectacle avec ces sketchs-là, après les avoir vus, quoi. Donc, à la fin de la première année, j'avais déjà une metteur en scène et un spectacle sur les rails. Donc c'était le rêve, parce que dans ma tête je me suis dit bah voilà, ça fonctionne quand tu fais vraiment précisément ce que t'as envie et ce que t'as prévu, ça fonctionne. Et pourquoi tu préférais faire plutôt du coup être sur scène plutôt que le faire en vidéo? Et en fait, à la base, quand je suis arrivé à Paris en me disant je vais devenir comédien et que je suis arrivé au Cours Florent, dans ma tête, avant même de penser à faire du one man show, je voulais faire des vidéos sur internet. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on est en 2010. Et Norman et Cyprien, je ne sais pas qui c'est. Pas grand monde d'ailleurs, ils sont en train d'exploser ou juste avant. Mais voilà, donc il n'y a pas encore de podcast face caméra. Et pourtant, c'était un petit peu ce que je prévoyais de faire, comme quoi c'était dans l'air en fait. Tout le monde se disait de toute façon, c'est facile de se filmer, de se balancer sur internet, donc c'était dans l'air, ça allait se faire. Seulement moi, c'était une catastrophe, quoi. Rien à voir avec la qualité d'un Norman par exemple. Parce que il faut connaître quand même un minimum la lumière, le son, le machin, et que tu te dis c'est pas grave, ça va être cheap et c'est ça qui fera le charme. Sauf que non, même un truc cheap, c'est quand même travaillé. Ça se fait pas comme ça. Et donc j'ai commencé à essayer de tourner des trucs et c'était tellement nul. J'ai jamais osé les diffuser ni les continuer, tout ça. Par contre, dès que j'ai pu monter sur scène, faire des scènes ouvertes et tout ça, je me suis dit voilà, là ma matière que j'avais écrite pour ça, je peux la balancer sur scène. Parce que là sur scène, t'as pas besoin de t'y connaître en lumière, en caméra, en optique, en micro. T'as juste besoin d'avoir des bras, une bouche, et puis juste avec des bras et ta voix, tu peux emmener les gens où tu veux, avec le rythme que tu veux. C'est toi qui fais ton montage, tu vois, en direct. Moi, ça m'a toujours plus plu. Donc, c'est à ce moment-là, et comme ça s'est mis à marcher sur scène, et je me suis focalisé là-dedans, je me suis dit, tant que mon spectacle ne me plaît pas, je ferai pas d'autres trucs à côté. Et quand le spectacle m'a enfin plu, il a fallu du temps pour que leur cyclo-spectacle, le concept arrive. Après, je me suis dit, ok, maintenant c'est bon. Là, je vais retourner sur Internet.
fort de quelques échecs qu'il y avait eu avant, d'autres tentatives, des trucs que j'avais pas fait ou à peine, en me disant cette fois-ci, on y va à fond. Et ça s'est fait un peu en parallèle avec le spectacle, quand le spectacle était un peu lancé. Pour moi, il y a vraiment eu 2 phases. Il y a eu la phase où je suis à fond dans le spectacle, fond. Et puis, dès que le spectacle m'a plu et qu'il était entre guillemets sur des rails, là, je me suis mis à fond dans les vidéos, quoi. Ça n'a pas été tellement, finalement, tant que ça en parallèle. Et les vidéos ont permis le succès du spectacle après coup. Parce que le spectacle, je veux dire, j'avais fait en 2015, j'avais fait le Festival d'Avignon, ça s'était très bien passé, donc je faisais une tournée de café-théâtre. Et après, il y a eu YouTube, et là, ça a vraiment explosé à ce moment-là. Mais sinon, c'était pas. Ouais, c'était. Pour moi, il y a vraiment deux phases. Je me suis concentré vraiment sur un truc, plus sur un autre. Et donc alors, comment ça s'est passé à partir du moment, à la fin de ta première année, donc qu'est-ce qui s'est passé après? Du coup, ta prof t'a proposé de. C'est ça, donc on a commencé à travailler sur le spectacle, on l'a présenté en 2000, enfin du coup début 2012, on a présenté le spectacle, on a commencé à le jouer et là arrive la réalité, c'est-à-dire que les premières salles, la première fois que tu joues, c'est blindé, il y a tous tes potes, tes camarades d'école, la famille, et c'est un triomphe, et toi tu as une confiance de malade, tu joues les sketchs que tu as écrits pour la première fois, donc tu les joues mieux que jamais, j'ai envie de dire, parce que tu sais exactement où ils vont, tout ça. Et tu te dis, ok, je les ai retournés, c'est bon, je suis fait pour ça, ça va être facile, quoi. Et en fait, très rapidement, tu te rends compte que tu peux pas remplir 2 dates par semaine dans un petit théâtre, même dans un tout petit théâtre, même dans un tout petit théâtre à Paris. C'est méga dur à remplir. Et donc tu fais des scènes ouvertes, tu balances des flyers, tu rencontres d'autres humoristes, et il n'y a personne dans ta salle, et quand il n'y a personne, t'es mauvais, et tu es convaincu que c'est pas parce qu'il y a peu de monde, t'es convaincu que t'es mauvais, t'es convaincu que t'es nul en fait, tu sais pas les faire rire, et il y a un peu de ça, hein, il faut travailler. Et là, c'est très dur, et c'est une période que beaucoup d'humoristes ont connue, la période où on en perd le plus d'ailleurs, hein. Parce que c'est méga dur, quoi. Il y a cette. Ouais, tu sais en fait qu'il y a peu de monde à ton spectacle, et parfois quand il y a peu de monde, tu oses pas inviter des gens non plus parce que t'as pas envie qu'ils te voient dans ces conditions-là, devant peu de monde, et tout ça. Enfin, c'est très dur. Ouais. Donc à quel moment YouTube c'est arrivé en 2016. Donc on va dire qu'en 2015, le spectacle a commencé à faire un peu parler de lui. En 2016, YouTube est arrivé, quoi. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et vraiment quand c'est arrivé, le YouTube, là par contre, ça a tout changé vraiment. Là, c'est le gap le plus important que j'ai franchi. Avant, vraiment, tout ce que je raconte, même si je le raconte avec beaucoup de passion, c'est très anecdotique, c'était très confidentiel, quoi. Ouais. Donc à partir du moment où la chaîne YouTube a été lancée... En fait, il faut une exposition médiatique. Et c'est un truc qu'on comprend avec beaucoup de douleur quand on commence le One Man Show, c'est qu'on voit effectivement les autres spectacles et on se dit, il y a des spectacles qui cartonnent, qui sont pas dingues, et il y a des spectacles merveilleux et il y a personne. C'est comme sur YouTube, quoi. C'est comme sur Internet, c'est pareil. C'est ça. Bien que sur YouTube, quand même, il y a la force tu peux quand même tomber sur quelque chose qui t'intéresse. Un programme peut réussir à trouver son public même sans une grande exposition. Ce qui est très difficile avec un spectacle. Le spectacle, si tu n'entends pas parler à la télé ou à la radio, si personne ne te parle du truc, il est possible que ça se joue et que tu ne sois pas au courant. Tu me diras, c'est pareil pour YouTube aussi, mais je trouve dans une moindre mesure. Et c'est pour ça qu'on se rend compte que les spectacles qui fonctionnent, c'est les spectacles qui bénéficient d'une grosse exposition médiatique. Donc soit des gens, je parle surtout des humoristes, hein, parce que pièce de théâtre c'est encore autre chose, mais un humoriste qui passe à la télé régulièrement, qui est chroniqueur ou qui passe très régulièrement à la télé, ça va marcher. Quelqu'un qui passe très régulièrement en radio aussi, il va réussir à remplir ce spectacle, ou quelqu'un qui est sur Internet. Voilà. Moi, la télé et la radio, c'est compliqué, si tu connais personne, c'est pas évident, puis il y a beaucoup de contraintes aussi, et moi je pense que j'aurais été assez mauvais avec la discipline, on va dire, de la chronique, les contraintes de la chronique, alors que Internet, ça me paraissait être le truc, YouTube, t'as une liberté absolue, une liberté totale, donc moi j'ai misé là-dessus, quoi. Et je pense que c'est une condition qu'il faut avoir en tête quand on veut faire du one man, même si ça va peut-être encore évoluer, mais il faut avoir un véhicule pour lancer le spectacle, parce que le spectacle tout seul, il a beau être très bon,
c'est très difficile juste avec le spectacle de y arriver, quoi. Oui, est-ce que le spectacle, du coup, il évolue au fil du temps ou pas? Ouais, mais si, c'est ce À que force je... de jouer. C'est ça, à force de le jouer, il y a des passages qui évoluent. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait d'être plus à l'aise et de pouvoir faire des sorties de route. Pas forcément, ça veut pas forcément dire des moments d'impro, parce qu'il y en a, mais qui sont souvent dus au fait que j'ai bugué ou que quelqu'un a fait un truc dans le public. Donc, il faut en parler. Mais parfois, juste des sorties de route sur une réflexion que j'ai sur quelque chose. Et c'est quelque chose que je fais de plus en plus dans le spectacle. Ouais, ça me plaît beaucoup. Ouais. Et c'est le fait d'être à l'aise qui permet aussi Ouais. de réussir à réagir Il y a des gens à qui ces sont... choses. Moi, j'en remarque ça. Il y a des humoristes que je vois sur scène et je les vois depuis le début qui ont une nature comme ça. Et eux, depuis le début, même quand ils jouent devant 10, ils ont ce truc-là de faire des sorties de route. Et ça tombe juste, c'est sincère. Tu sens que les gens s'amusent, qu'ils sont à l'aise. Ils sont grisés par ça. Et moi, je pense pas que j'appartienne à cette catégorie-là. Moi, il a fallu que je le travaille, ce truc-là, parce qu'à la base, c'était pas là. Ça l'est quand je suis avec mes potes, j'ai envie de dire, comme beaucoup de gens. Et ça l'était pas quand il y avait beaucoup plus de monde. Donc, mais maintenant, ça a été travaillé, et surtout, le public est un peu plus acquis. Ce qui me met dans cet état-là que je reconnaissais chez mes potes humoristes des débuts. Au début, je me suis dit, en fait, je suis pas comme eux, donc je vais pas y arriver. Parce que je me dis, les gens qui ont cette nature-là, tu sais, en fait, il y a un petit côté cabotin, quoi, tu vois, à aimer être là et machin. Et moi, je l'avais pas, ce truc-là. Je me dis, mais c'est génial de le voir évoluer, le gars, parce que tu sens qu'il est à l'aise, tu sens qu'il est drôle. Et si jamais c'est pas drôle, tu sens qu'il va se rattraper, tu vois. Ah, ça, je l'avais pas, ça. Et ça me faisait flipper. Je me dis, en fait, bon, ben voilà, je l'ai pas, faut que je fasse autre chose. Alors qu'en fait, non, à force c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et pour le coup, je pensais pas qu'au final, ça allait se débloquer, ce truc-là, quoi. Ça veut dire que, ouais, peut-être, il y a des gens qui ont déjà fait du chemin et que vous êtes plus loin, mais en fait, avec du travail, je pense qu'on peut obtenir tout ce qui nous manque, quoi. Ça me fait pas mal penser à Verino, tu vois, qui rebondit vachement sur tout ce qui se passe. Ah oui, c'est un exemple d'un pro, c'est un tueur. C'est vrai que je me demande d'ailleurs quelle est sa part d'impro dans son spectacle. En tout cas, tu le balances en roue libre, sans filet, il retombe toujours sur ses pattes. Bon, alors pour quelqu'un qui voudrait se lancer, qui voudrait devenir comédien. La recette. Quelle est la recette miracle d'après Max Déjà, Weber? je la cherche aussi, la recette, parce que aussi, je continue à écrire des trucs, à tenter des choses, et à chaque fois, j'ai un doute immense, à chaque fois. Mais de ce que j'ai cru avoir compris, en général, le fait de sacrifier un petit peu tout, ça peut paraître un peu bizarre, mais pour moi, c'est même pas un choix, en fait. C'est pas toi qui décides de tout sacrifier pour ton projet. Je le crains. C'est dommage, parce que limite, on peut dire en fait que on est juste conditionné, et on est juste déterminé, et c'est tout, peut-être. Mais je pense que effectivement, quand t'es pas parasité par je veux faire ci, je veux faire ça, je veux être avec tel groupe de potes, je veux séduire telle nana, je pense que ça, c'est des trucs qui te parasitent. Ouais. Je suis pas sûr, moi je sais en tout cas que j'ai pas du tout été parasité par ça, et que j'ai toujours eu l'impression que les choses étaient beaucoup plus faciles que pour mes potes, tu vois, les gens que je voyais à côté. Je me dis, mais putain, moi c'est facile, tu mets tout sur off et tu mets ça sur on. Pas compliqué. Mais en fait, c'est pas moi qui décide de mettre les trucs sur off et on, c'est parce que je le peux, parce que je suis déterminé, conditionné comme ça, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc moi, je pense pas qu'il y ait de conseils miracles, mais quand même un truc à avoir en tête, c'est que pour chasser un rêve, déjà, c'est gagné. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que si jamais ça foire à la fin, vous aurez quand même un sacré truc à raconter. Ouais, et en France, on a cette culture de l'échec qui est incroyable. On a peur de l'échec, on a la honte de l'échec. C'est-à-dire que, oh mon Dieu, si tu échoues, si tu te lances dans un truc et que tu échoues, c'est nul, c'est la honte. Aux USA, ils sont très, très différents là-dessus. Ils sont beaucoup plus échec-friendly, on va dire. Quand tu coules une boîte, aux États-Unis, tu le mets sur ton CV. Ça, je ne sais plus qui m'avait dit ça, j'avais trouvé ça dingue. Parce que tu dis, voilà, j'ai coulé une boîte. J'ai pris de l'expérience de ça. Il y a des choses, je sais qu'il ne faut pas les faire.
Et ben, c'est exactement ça l'échec. Moi, avant de faire mon programme des idées reçues, j'avais tenté d'autres trucs, j'avais fait des trucs avec des potes et tout ça, on avait tenté de faire des web-séries, des machins, et on s'est planté, on a fait des trucs pas bien et tout ça, machin. Et moi, au contraire, je me suis dit, mais c'est génial, parce que maintenant, je sais exactement ce qu'il faut pas faire. Donc je dis merci qu'il y ait eu ces expériences à côté, merci de m'être planté. Donc c'est ça aussi, il faut pas avoir la trouille de se viander, et au contraire, viandez-vous un maximum, tout ce que vous pouvez. Mais ouais, un truc qu'il faut bien avoir en tête, c'est ça. Si on a vraiment envie de faire quelque chose, on va le faire à 100%. Je pense que c'est la partie qui manque à beaucoup. Parfois, on est convaincu qu'on veut quelque chose, mais on n'en est pas sûr. Et ça, moi, je ne sais jamais quoi répondre aux gens qui me disent « je ne sais pas si je suis passionné » ou « je ne sais pas ce qui me passionne ». Ça, j'ai aucune idée déjà de la sensation que c'est. Moi, j'ai toujours été très très certain de ce qui me passionnait, même un peu trop, même à trop en parler à tout le monde, même à gonfler tout le monde. Donc disons que tout le monde était au courant, donc forcément je l'étais aussi. Mais je ne saurais pas dire. Je pense qu'en fait, parfois, on est passionné par un truc qui est un peu honteux, qui est pas cool. Et donc c'est pour ça qu'on l'exprime pas forcément. Et peut-être que tout le monde est passionné, au fond, mais par quelque chose qui est peut-être pas dingue, genre, je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est passionné par les essuie-glaces. Je prends souvent cet exemple parce que c'est un truc qui me paraît absolument pas passionnant. Mais techniquement, si un mec fait un spectacle, un mec qui est passionné par les essuie-glaces, vraiment il adore ça. Il connaît tout, il connaît le bruit, le machin, les marques, machin. Et il te fait un spectacle sur l'histoire de l'essuie-glace et sur les machins, tout ça. Et ben moi, si le mec est passionné, j'y vais. Et j'écoute ce qu'il me dit. Parce que c'est passionnant d'écouter un mec qui va te parler des essuie-glaces, qui est passionné, parce que moi je ne sais rien sur les essuie-glaces. Et c'est ça en fait qui est intéressant. Il y a sûrement un truc que vous faites mieux que les autres, vous connaissez mieux, pas mieux que tout le monde, mais si votre passion c'est le cinéma, c'est je sais pas Molière, je sais pas, il y a des gens qui ont un truc comme ça et que vous connaissez ce truc-là par cœur, parlez-en et si vous êtes passionné par ça, vous aurez rien à fabriquer. Ça va venir tout seul et ça va être intéressant pour tout le monde et vous allez prendre un gros plaisir à le faire aussi. Moi je pense que c'est ça. Au début mes sketchs sur l'Égypte, les dinosaures, la sélection naturelle, je me suis dit mais ça va pas intéresser les gens. Ça va pas intéresser les gens s'en fichent de ça. Moi je suis passionné par ça, mais je peux pas en vouloir aux gens. Je peux pas leur demander d'être passionnés à leur tour par ça. Et en fait je me trompais. Les gens sont pas passionnés par ça, mais si tu leur en parles avec passion, ça va les intéresser. Ça va faire une connexion quoi. Et moi en fait c'est ça que j'ai envie de dire à tout le monde. Essayez pas de faire ce qui va marcher. Parce que moi c'est ce que j'ai essayé de faire au début. Des sketchs sur des thèmes lambda et tout ça. Parce que je me dis, c'est ça que les gens ont envie d'entendre. Ils veulent qu'on leur parle de leur vie quotidienne, ils veulent qu'on leur parle des différences entre les hommes et les femmes, ils veulent qu'on leur parle. Parce que c'est ce qu'on voit dans tous les one-man shows, donc c'est pas pour rien, c'est que ça fonctionne. Et j'osais pas faire des sketchs plus personnels, alors qu'en fait, quand j'ai fait les sketchs personnels, ça roulait tout seul, et j'étais meilleur en faisant ça, et c'est comme ça que finalement ça a marché. Donc trouvez ce que vous avez vraiment envie de faire. C'est une phrase bateau qu'on entend partout, tout le temps. Il faut vraiment trouver ce qu'on a envie de faire et voilà, qui on est vraiment. Tu vois, on l'entend partout, il y a un petit côté facile, mais il faut prendre le temps de s'arrêter sur ces phrases-là. Parce que si elles sont répétées tout le temps, c'est pas pour rien. Et effectivement, si on va vraiment chercher au fond ce qui nous fait kiffer le plus possible, quand bien même ça fait pas kiffer les autres, encore mieux si ça fait pas kiffer les autres presque, c'est ce truc-là qu'il faut montrer, il faut pas en avoir honte. Et aujourd'hui, je trouve que les meilleurs humoristes, c'est les gens qui arrivent sur scène et qui, au lieu qui nous expliquent des trucs qui leur sont arrivés de très trash, de très dur, de parfois très dépressif. Blanche Gardin, par exemple, que je regarde beaucoup, elle nous raconte des trucs abominables qui sentent vraiment le vécu. Et elle raconte, elle va très loin dans les détails, aucune pudeur, quoi. Et du coup, ça transpire de sincérité, ça transpire de vie, de passion, et c'est à mourir de rire. Parce qu'elle se cache pas derrière, elle essaie pas de faire la belle gosse, quoi. Et ça, c'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'arrivée d'Instagram, de machin, tout ça, où le but du jeu est de montrer que sa vie est merveilleuse et qu'on est toujours sur son meilleur profil, machin, c'est encore plus savoureux quand toi t'arrives et que tu laisses dépasser ta crotte de nez, tu vois. Là, tu attires l'attention, et c'est toi qui attires l'attention alors que tous les autres, ils sont dans la masse. Donc c'est très intéressant, je pense, pour quelqu'un qui veut se positionner aujourd'hui sur l'échiquier de YouTube ou de la scène ou de n'importe quoi, de se dire, voilà, il y a un truc ridicule et honteux que je peux mettre en avant, et je serai le premier, et donc ça va attirer la lumière.
Après, il faut pas l'inventer juste pour ça, hein. Il faut que ça vienne vraiment de soi, comme je disais. Mais ouais, moi, c'est ma manière de voir les choses en tout cas, quoi. Bon, en résumé, faites ce que vous aimez, faites-le à fond, quoi. Voilà, c'est ça. Ce genre de phrase horrible, tu vois, c'est faites ce que vous aimez, faites-le à fond. Mais c'est vrai. Mais arrêtez-vous sur les mots, décrochez-les chacun. Prenez le temps de les assimiler, parce que c'est la vérité, c'est ça, quoi. Même si, encore une fois, c'est méga facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire, quoi. Moi, je me rends pas compte de la dose d'effort que j'ai mise là-dedans. Moi, je crois qu'on est très conditionné, très déterminé, et que les choses se sont faites comme ça, et elles se font différemment en fonction des gens. Donc c'est pour ça que j'ai toujours du mal avec les conseils, avec l'influence qu'on peut avoir. Même si d'une certaine manière, quand je dis qu'on est conditionné, c'est parce qu'on entend des interviews, parce qu'on entend des machins, on entend des discours, des trucs. Et ça aussi, ça change notre manière de penser, tout ça. Donc ça vaut quand même le coup, évidemment, de donner des conseils, parce que ça peut être un carreau de la mosaïque de l'esprit de quelqu'un, quoi. Et peut-être lui faire prendre une décision différente à un moment donné. Ça va vous faire mettre le ciboulot en ébullition. Ça marche. Super. Merci beaucoup. Max. Merci à toi. C'était génial. Cuicui.